Bienvenue, welcome. Just to inform our English colleagues, this panel is held in French, but translation is available in English. To switch to English, you just have to click on the interpretation icon at the bottom of the screen. OK, alors bienvenue à ce panel organisé par les Fonds de recherche du Québec, dont le titre est « Les femmes à la tête des organismes subventionnaires et scientifiques, qu'est-ce que ça change ?» Alors, je suis Maryse Lassonde, présidente du Conseil supérieur de l'éducation, un organisme gouvernemental dont la mission consiste à conseiller le ministre de l'Éducation et la ministre de l'Enseignement supérieur sur toute question relative à l'éducation. Il me fait plaisir d'animer cette session. Avant... OK. Should I start over? Okay. Alors, bienvenue à ce panel organisé par les Fonds de recherche du Québec.
For our English colleagues, let me remind you that this panel is being held in French, but translation is available. To switch to English, please click on the interpretation icon at the bottom of the screen. Alors, de nouveau, bienvenue à ce panel intitulé Les femmes à la tête des organismes subventionnaires et scientifiques. Qu'est-ce que ça change? Je suis Maryse Lassonde, présidente du Conseil supérieur de l'éducation, qui est un organisme gouvernemental dont la mission consiste justement à conseiller le ministre de l'Éducation et la ministre de l'Enseignement supérieur sur toute question relative à l'éducation. Ça fait vraiment plaisir d'animer cette session aujourd'hui. Et avant de vous présenter nos très, très, très bonnes panélistes, permettez-moi de vous rappeler un peu la thématique de cette rencontre. Alors, bien sûr, les personnes qui sont à la tête des organisations qui soutiennent ou encadrent l'activité scientifique peuvent avoir une grande influence sur la recherche qui est produite. Dans quelle mesure les femmes qui sont sous-représentées dans plusieurs domaines de recherche et dans les postes de haute direction peuvent-elles amener des changements importants dans l'écosystème scientifique? Pour la première fois depuis leur existence, les 3 fonds de recherche du Québec sont chacun dirigés par une femme. À l'occasion de ce panel, les 3 directrices scientifiques vont discuter de leur rôle et de leurs priorités avec d'autres femmes leaders en recherche et réfléchiront aux façons dont le système pourrait être repensé pour que plus de femmes accèdent à des postes de haute direction en sciences. Au Canada, nous avons aussi un important fonds de recherche, la Fondation canadienne de l'innovation, qui est également présidée par une femme. Laissez-moi donc vous présenter nos excellentes panélistes. Tout d'abord, Roseanne O'Reilly-Ranty, présidente directrice générale de la Fondation canadienne pour l'innovation. Madame Janice Bailey, directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie. Madame Carole Jabet, directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec Santé. Et enfin, Madame Louise Poisson, directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec Société et Culture. Alors, je les invite à venir me joindre à la grande salle. Bonjour, mesdames. Bienvenue à ce panel. Très heureuse de vous y voir. Pour les gens qui sont dans l'assistance, simplement vous avertir qu'on va avoir 4 blocs d'échange d'une quinzaine de minutes et ces blocs d'échange seront suivis à la toute fin d'une période de questions. Et je vous inviterai à attendre la fin des entretiens pour poser vos questions que vous pouvez adresser en cliquant sur Live Q&A. D'accord? Alors, de nouveau, bienvenue mesdames, et contente de vous voir ici. Et on va briser la glace tout de suite. Je vais vous demander, comme première question, qu'est-ce qui vous a amené à prendre le leadership dans votre vie professionnelle et quel leadership comptez-vous exercer en tant que femme? Et j'adresse peut-être la première question à Roseanne. Au début de ma carrière comme professeur, j'ai observé que le corps professoral pouvait être plus divers, plus inclusif, plus innovateur, plus apte à accepter de nouvelles idées. Et alors, j'ai essayé de qualifier pour des postes qui me permettraient personnellement de contribuer de façon positive aux individus et aux institutions. Et j'ai essayé, j'espère, d'accomplir un petit peu ce projet. Très bien d'ailleurs, oui, je peux en témoigner. Alors maintenant, je passe à Janice. Allô, merci. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Pour moi, j'ai jamais pensé vraiment être une dirigeante en recherche ou quelque chose comme ça, mais ça a pris un petit pouce pour moi. Donc, lorsque j'étais professeure comme Roseanne, j'étais invitée par le nouveau doyen de devenir ou de lui aider en tant que vice-doyenne. Et ça, c'était vraiment ça qui a brisé la glace pour moi. Et après ça, j'ai découvert que ma voix fait une différence. Donc, j'ai resté. Très bien, merci. Louise Poisson, donc. Disons, mon parcours m'a amené aussi à être doyenne d'une faculté où il y avait 7 départements, un milieu où il y avait un milieu très diversifié parce que c'était la faculté des arts. Je pense que j'ai été nommée là parce que j'avais beaucoup de liens avec des chercheurs dans chaque département
Et donc, je devais être la plus connue des autres départements quand je suis devenue doyenne. Je dirais que à la fin de mon mandat, j'ai adoré ce mandat-là. J'ai adoré travailler dans l'interdisciplinarité et théorie pratique parce qu'il y a beaucoup d'artistes. Et quand le poste a été ouvert au fonds de recherche, c'était comme, comment dire, j'y aurais pas pensé par moi-même. Je savais pas, je cherchais pas de poste, mais j'ai été invitée à postuler. Et c'est effectivement encore un milieu tellement diversifié, tellement en plus avec uniquement le volet recherche. Alors, je dirais que c'était c'est naturel que je m'y retrouve, enfin, et que j'apprécie toujours d'y être parce que c'est un milieu, comme le disait Janice, où il y a quand même encore beaucoup de défis, beaucoup de choses à faire valoir, à faire reconnaître. Puis, c'est donc intéressant de participer, faire partie de la cuisine, disons, pour changer des choses. Super, merci. Et Carole, donc, qui est au Fonds de recherche du Québec Santé. Oui, c'est ça. Bonjour tout le monde, bien contente d'être là aussi. Et peut-être une certaine anomalie autour de cette table. Parce que je pense que en ce qui me concerne, je suis arrivée dans des postes de direction un peu presque un peu par hasard. Ma piqûre à moi a été une piqûre de comment j'aimais la recherche que les autres faisaient. Pas celle que moi je faisais, mais vraiment celle que les autres faisaient. Et j'ai eu la chance de switcher dans ma carrière assez rapidement, d'être dans un labo de recherche à accompagner le développement de la recherche. Donc, ce qui m'a beaucoup motivée, ce qui a beaucoup été mon étincelle, c'était comment je fais pour trouver du financement pour tous ces projets qui sont excitants, ingénieux. Je dirais que c'est un petit peu comme ça que j'ai pris au fur et à mesure des postes de direction avec le souci d'amener du soutien à la recherche. Le Fonds Recherche Québec Santé, c'est presque un pari parce que tous mes prédécesseurs, et je vais vraiment dire mes prédécesseurs, sont d'éminents chercheurs, souvent d'éminents médecins aussi, ce qui n'est absolument pas mon profil. Donc, c'était un petit peu un culot, puis se dire, ben, peut-être que je peux faire une différence parce que j'ai un bagage différent. Et aujourd'hui, ben, je suis bien contente que des gens m'aient fait confiance dans ce pari-là. Donc, il y a à la fois du hasard, de la passion pour soutenir du monde, puis un petit culot qui se dit, bah, si j'essaye pas, on me le donnera pas. Merci, merci beaucoup. En fait, on a beaucoup de points communs, si on veut, parce que moi-même, après mes 35 ans de carrière en neurosciences, finalement, je suis passée à la direction scientifique du Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie, alors que les fonds venaient d'être recréés, si on veut. Et donc, j'ai bien apprécié aussi mon passage au Fonds de recherche et surtout au Fonds de recherche Nature et Technologie, où j'ai pu voir finalement qu'il y avait énormément de choses à faire pour arriver à avoir une représentation équitable des femmes dans certains domaines. Et donc, et par la suite, donc maintenant, je suis au Conseil supérieur de l'éducation, mais ces enjeux me préoccupent toujours finalement. Et j'essaie de trouver des solutions à travers l'éducation aussi pour arriver peut-être à nous amener à une situation d'équité et de diversité. Mais je reviens vers vous. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez eu des personnes qui vous ont inspiré? Est-ce qu'il y a des programmes particuliers, des occasions uniques qui se sont présentées, qui ont fait que vous dites « je suis à ma place là où je suis ». Donc, la parole est à vous. Je vois que Janice est prête à répondre, je crois. Oui, je dois dire, une personne qui m'inspirait beaucoup, c'était effectivement le doyen qui m'a encouragé de continuer à la tête des comités ou des postes de leadership, etc. Et c'est parce que lui, il a vraiment voulu faire un changement. Il a voulu créer quelque chose qui est mieux pour tout le monde. Puis ça, c'était quelque chose d'inspiration pour moi. Je veux faire
notre société à une meilleure place. Et une autre chose, en tant que femme, on a une tendance des fois, ou des personnes minoritaires ou quelque chose, des fois on a une tendance à chialer entre nous, etc. Mais lorsqu'on est à la tête d'un organisme, on peut faire une différence. Donc, je pense que c'est plus positif que c'est pas nécessairement facile d'être dans une poste de dirigeante ou leadership, mais on fait ça, on a une voix, et sinon, je serais comme une chialeuse cynique qui peut, etc., qui fait pas grand-chose. Puis, il faut dire aussi, Maryse, que toi, tu as laissé une place au FRQNT très inspirant à suivre. Donc, tu as mentionné que tu avais vu beaucoup d'améliorations à faire en ce qui concerne l'équité puis la présence des femmes dans certains secteurs. Puis ça, c'était vraiment comme la propulsion, puis on a continué, puis on a fait des choses. Donc ça, je dois dire que donc, toi, tu étais aussi une inspiration à ce niveau. C'est gentil, Donc, merci merci. beaucoup. Merci beaucoup. Rosanne, je crois que vous occupiez aussi un poste administratif universitaire avant d'occuper le FCI. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu est-ce qu'il y a des gens qui vous ont inspiré? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé finalement donc à la tête de cet important organisme subventionnaire? Il faut dire que j'étais vraiment inspirée d'abord par la littérature. Je lisais ce que Marie Curie avait fait. Je lisais que Madame du Châtelet a traduit tout Newton en français. C'était impressionnant ce que les femmes faisaient déjà depuis le XVIIIe siècle. Des femmes comme Rachel Carson, récemment Cal Flynn, qui offre un message d'espoir quand elle raconte l'histoire de la nature qui commence à refleurir sur les sites de dévastation causés par les êtres humains. Et plus près de moi, évidemment, il y a ma mère, ma grand-mère, mes grandes-tantes, toutes des femmes de science, des femmes de littérature, des femmes positives. Mais vraiment, avant moi, il y a toute une génération de femmes qui a émergé dans les années 70, qui ont porté la voix des femmes et du féminisme dans toutes sortes de nouveaux milieux, du journalisme, des arts, du génie, des sciences médicales. Je pense à Carol Greider et Elizabeth Blackburn, qui ont construit avec Jack Strozack le premier chromosome artificiel. Je pense à Jane Goodall, Barbara McClintock, Ursula Franklin, Hannah Arendt, Susan Sontag, Gloria Steinem, Catherine Graham. On trouve de quoi s'inspirer à la bibliothèque et j'ai un peu la bibliothèque maintenant chez moi. Il faut se rappeler qu'à un certain moment qui nous précède, le féminisme était vraiment un mouvement politique, un mouvement de réclamation de droits et la place des femmes dans la société. Et aujourd'hui, je vois une grande différence parce qu'il y a beaucoup de femmes. Je vous vois, peut-être pas assez, mais je vois plusieurs femmes qui occupent des postes de leadership dans les sphères de société et dans tous les milieux de la recherche. Mais il y a toujours un grand défi qui demeure et c'est comment s'assurer non seulement que les groupes traditionnellement non représentés ou qui étaient sous-représentés, mais aussi et surtout les femmes obtiennent une participation équitable à tous les domaines des activités. Alors, voilà mon inspiration. Super, merci. En fait aussi, on pourrait parler de l'absence des femmes dans tout ce qui concerne le numérique et l'informatique. Et on se rappelle que c'est la comtesse Ada Lovelace qui a été la première à faire un algorithme, à créer un algorithme. Donc, elle pourrait aussi être ajoutée à la longue liste que vous avez mentionnée. Louise et Carole, est-ce que vous avez des personnes qui vous ont influencé? Est-ce que est important d'établir des réseaux de femmes en leadership? Alors, Louise, je vois qui est prête. Peut-être pour enchaîner sur ce que tu disais juste avant ta question, après avoir étudié en philosophie, parce que ma base est en philosophie, je me suis inscrite à un bac en maths info à l'Université de Montréal. Et on était
50% femmes en informatique. Alors, c'est vrai que cette courbe-là a baissé par la suite, mais quand j'y étais au début des années 80, il y avait vraiment beaucoup de femmes. Moi, je dirais qu'il n'y a pas une femme en particulier qui m'a inspirée. J'adorais l'école. Alors, toutes les maîtresses d'école et les religieuses que j'ai eues, je les ai aimées. Elles ont toutes été, d'une certaine façon, des gens qui m'ont modelée, disons. Alors, dans ce sens-là, elles étaient des modèles, si on peut dire. Je ne m'en rendais pas nécessairement compte, mais j'ai réalisé par la suite à quel point c'était structurant ou comment je me suis imprégnée d'elle, de leur approche. Et j'aurais pu le dire tout à l'heure, c'était normal. Je voulais passer ma vie encore à l'école et continuer de... Alors, moi, je dirais deux phénomènes. Un phénomène sociologique peut-être, c'est que peut-être que je suis dans la première génération où les gens voulaient avoir des femmes. Comme en ce moment, on cherche à avoir des autochtones sur nos comités, etc. Et j'étais vraiment, j'ai étudié en 70 et c'est sûr qu'avant même que je finisse mes études, j'étais souvent sollicitée. Est-ce que tu voudrais devenir présidente de la Société de philo de Montréal? Est-ce que tu voudrais, etc. Les gens voulaient. Puis là, j'aimais pas ça quand tu me disais, après tout, vous représentez la moitié de l'humanité, parce que je trouvais que j'aurais aimé ça que ce soit pas juste pour cette raison-là, en tout cas, que j'étais sollicitée à participer. Alors, mais dans mon parcours, qui est réellement en sciences humaines, c'est clair qu'il y a eu des femmes absolument déterminantes. Je veux dire, les cultural studies sont beaucoup issus de penseurs femmes, de plusieurs disciplines d'ailleurs. Les études anthropologiques, mais qui ont donné lieu à de la philosophie aussi, Margaret Mead était un peu à l'origine de ça. La même chose avec la linguistique. Il y avait beaucoup de femmes qui, justement, travaillaient à essayer de démontrer comment la langue n'était pas une langue qui était un outil représentatif du féminin, si on peut dire, et comment ça pouvait avoir une incidence en recherche. En fait, plusieurs secteurs ont été des lectures puis des travaux, on pourrait dire, déterminants. Mais je vois, Roséanne, qu'il y avait une belle galerie de familles, si on peut dire, spirituelle ou intellectuelle, qui l'ont inspirée. Moi, je dirais que c'était en fait beaucoup ben, je ne sais pas comment le dire, c'était une imprégnation peut-être moins précise que ça. Mais je suis heureuse de voir que c'est des modèles issus du monde de l'éducation, finalement, qui ont pu influencer. Très heureuse de mon point de vue. Alors, Carole, est-ce qu'il y a des... est-ce que vous pensez que vous avez été inspiré par des personnes particulières? Est-ce que vous croyez aussi que c'est important de développer un genre de réseau avec les femmes qui exercent du leadership? Je dirais que comme Louise, et puis ça va vous faire plaisir, Maryse, c'est les personnes qui m'ont influencée sont d'abord et avant tout les personnes que j'ai côtoyées pendant mes études. Puis je me rappelle d'avoir 12 ans et puis d'avoir un professeur de français / littérature, parce que je suis française, donc c'est des professeurs de littérature et non de français, la langue, qui était absolument fascinant et qui m'a ouvert les yeux sur qu'est-ce qui se passe dans le monde, comment on pense, qui a amené cette notion aussi de rhétorique, de savoir débattre, de savoir poser des idées, des pour, des contre. Donc ça a beaucoup fasciné, je pense, le jeune cerveau que j'étais, et ça l'a façonné aussi. Ce qui m'amène après dans les gens qui ont été marquants, beaucoup des hommes au début, parce que probablement que je suis formée dans un monde d'ingénieurs. Alors moi, j'ai pas bénéficié qu'on était 50% de femmes. Là, je pense qu'on était 5% assis sur les bancs de l'école à se faire regarder pourquoi on était là. Puis un jour, je raconterai à quoi on leur servait visiblement, mais pas les mêmes choses que ce qu'on avait dans la tête.
Donc, c'était quand même, c'est fou parce que c'est pas si vieux, c'est les années 85-90 et on n'était pas si nombreuses. Alors là, c'est beaucoup d'hommes qui m'ont inspirée et beaucoup dans un esprit de presque de controverse. C'est comment est-ce que je peux contrarier le pattern qu'ils vont avoir? Comment est-ce que je peux m'objecter, débattre parce que j'ai un point de vue à faire valoir? Alors, ça s'est calmé dans le temps, là, heureusement. Je pense que je suis plus trop à cette place-là. Et je vais toucher au point du réseau parce que c'est là qu'à un moment donné, les femmes rentrent en situation, puis viennent teinter un peu comment on regarde les choses. Je pense que le premier poste de direction que j'ai occupé, je l'ai occupé comme un homme dirigeant caricatural pouvait l'occuper, très bulldozer, très on prend une décision, on s'en va là, puis c'est comme ça. Puis, à un moment donné, ben, je me suis rappelé les femmes qui m'entouraient au laboratoire, ma directrice de postdoc. Il faut que je raconte cette anecdote parce que on est dans les années 92, 93, peut-être un peu plus tard. Et c'est la première fois de toutes mes études doctorales et de laboratoire que j'ai une femme qui ferme sa porte, qui placarde sur sa porte à Johns Hopkins School of Medicine, Please do not disturb. C'était comme, wow, please do not disturb, c'est bien violent dans un monde où on a l'habitude d'échanger. Et en fait, cette femme allaitait. Elle avait un souci d'équilibre, travail, famille. Et sur le coup, j'ai comme pas réagi, ça m'a pas influencé dans ce que j'étais. Mais après ça, j'ai rencontré un nombre incroyable de femmes dans le milieu de la recherche. Puis je pourrais les citer des Amal Abdelbaki, des Lucie Richard, des Liana Falcone, juste maintenant, qui dirige une cohorte long Covid, qui est toute jeune médecin. Et la façon dont j'interagis, dont je les regarde, c'est on a une place, on a un devoir pour aller créer premièrement ces réseaux, créer de la place, puis savoir on est des femmes en recherche, mais on est aussi autre chose. Donc, c'est des moments qui sont venus chercher comment j'agissais, comment je regardais les choses maintenant. Et Carole, est-ce que vous pensez que en tant que femme, on peut proposer des pratiques de conseils scientifiques ou des conseils politiques, de politique scientifique qui soient différents de celles que les hommes peuvent proposer, puisque vous parlez des réseaux, de leadership, de façon d'exercer aussi votre rôle, mais en même temps, est-ce qu'on exerce aussi, est-ce qu'on apporte quelque chose de différent en tant que femme? Je la trouve difficile, cette question-là. Et puis, je vais répondre par une petite voix d'à côté. Je vais juste nous rappeler qu'on est chanceux au Québec d'avoir un scientifique en chef en position de conseil et de leadership, Rémi Quirion, et dire qu'au niveau canadien, on a une scientifique en chef dont le titre est un peu différent, mais ma foi, l'objet est exactement le même, qui est Mona Nemer. Et quand je regarde ça, je me dis, ben, je ne sais pas si on doit le regarder en différence, et c'est un peu facile et c'est un peu rhétorique, ou si on doit le regarder en complémentarité. Puis je crois qu'on doit le regarder en forme de complémentarité. Donc, quand je regarde le conseil scientifique, ce que je vais regarder, c'est quelles sont les expertises qu'on va amener autour de la table, quelles sont la façon différente d'exprimer les affaires, et ça n'appartient pas aux hommes, ça n'appartient pas aux femmes, ça appartient aux deux, mais c'est important d'avoir une façon différente de s'exprimer pour faire valoir à un moment donné un point ou une donnée ou une direction à prendre. Et c'est la multiplication du discours dans ces voies différentes-là qui va amener, à mon avis, un conseil scientifique solide. Puis, je pense qu'il y a des grandes dames qui l'articulent beaucoup mieux que moi, mais je crois beaucoup à cette complémentarité, à cette dualité. Bien. Rosanne, vous exercez, vous, au niveau fédéral, donc avec d'autres grands organismes subventionnaires, une machine qui est plus lourde finalement que la machine provinciale. Est-ce que vous pensez vraiment que
Ça peut faire une différence en termes de conseils scientifiques du fait d'être femme. Absolument. Enfin, chacun a quelque chose à contribuer, quelque chose de spécial. Et quand la porte est fermée aux différentes voix, aux individus et aux groupes, euh, aux, aux femmes, on perd quelque chose de très précieux. On a quelque chose à ajouter. Il faut avoir la confiance. Il faut avoir la confiance de cogner à la porte. Il faut, pour des femmes comme moi, qu'on essaie d'être là pour ouvrir grande la porte et pour faciliter l'entrée, pour communiquer avec d'autres femmes, pour qu'elles aient le courage de parler et de prendre l'espace qui est la leur. Super, merci. Je vois que Janice appuie. Donc, Janice, quelle est votre expérience aussi à ce niveau-là? Je pense il y a aussi les données probantes pour supporter ce que Rosanne et Carole viennent de dire, qu'il y a des différences et que la diversité est vraiment un composant essentiel pour avoir une excellence scientifique ou académique ou quelque chose. Puis, beaucoup de nos principes actuels ou traditionnels ont été créés par les hommes blancs d'un certain environnement, quelque chose. Donc, les personnes qui sont mieux reconnues dans notre société traditionnelle, académique ou scientifique, sont des hommes qui fit dans ce genre de modèle. Maintenant, on sait, exemple, on sait que les évaluations par les étudiantes et les étudiantes dans les cours auprès de leurs professeurs. Un professeur est plus sévèrement coté par les étudiants et étudiantes que les hommes ou que les professeurs. Donc, ce sont les données probantes. Donc, il y a des préjugés inconscients qui existent et avec les gens comme nous, on peut sensibiliser ou actualiser nos systèmes d'évaluation des politiques, etc., pour qu'ils soient plus inclusifs. Et comme l'a dit Rosanne et Carole, toujours amener vers une excellence qui est plus, en tout cas, plus large, plus important. En tout cas, j'espère que je me suis exprimée assez bien, mais c'est vrai que lorsqu'on change les critères, on est mieux. Super, oui. OK. Et Louise, c'est peut-être moins le cas finalement au niveau des sciences humaines, des arts. Est-ce que le conseil scientifique ça peut faire une différence du fait d'être femme? Moi, je pense que je ne sais pas si un homme à ma place prendrait des décisions différentes. En ce moment, je ne le pense pas. Je pense que mais la place des femmes et le rôle des femmes dans les postes de direction, dans la vie active, dans la vie, elle a fait une grosse différence. Alors, je pense qu'en ce moment, plus personne, disons que mon successeur, si c'est un homme, il ne pourrait pas avoir une approche qui ne soit pas ouverte à la diversité, à l'inclusion. Et je pense aux sociétés où les femmes peuvent pas jouer un rôle actif dans la société économique, dans la recherche, dans le savoir. Et je me dis, mon Dieu, c'est des pays qui s'appauvrissent tellement de toute cette créativité qui vient pas seulement des femmes, mais de la rencontre, de la sensibilité, de la perception, de l'idéal, des valeurs féminines ou entretenues par les femmes, à la rencontre avec les autres valeurs. Et en fait, tout à l'heure, j'ai omis, j'aurais pu dire qu'un de mes modèles, c'était certainement les femmes au Québec qui ont quand même, disons-le, pendant plus de 100 ans, géré les plus gros postes budgétaires du Québec, c'est-à-dire l'éducation, les religieuses, les hôpitaux. Elles géraient des hôpitaux. C'était des femmes, puis c'était la mère trésorière qui s'occupait de l'économie, de la trésorerie, etc., qui gérait l'hôpital. Et une grande part de l'immobilier. Alors, c'est clair que les femmes sont absolument aptes à prendre des postes de direction. Elles l'ont démontré dans le passé. Et d'ailleurs, ça ne se passait pas si mal, si on peut dire.
ces deux plus gros postes budgétaires-là pour le Québec et pour beaucoup de pays d'ailleurs. Alors, je pense que, est-ce que ma voix à moi personnelle, je ne sais pas si ça fait une différence, je ne pense pas, mais je pense qu'elle est assimilée ou elle se joint à l'ensemble d'un mouvement de société et on comprend comment c'est une dynamique d'ailleurs qui s'élargit parce qu'on parlait des femmes, il y a peut-être pour la génération de ma mère, et maintenant on ne parle plus de femmes seulement, on parle d'inclusion dans une perspective beaucoup plus large. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour moi que c'est une voie de non-retour absolue. D'ailleurs, je pensais ce midi, je me disais, ma mère a dû m'élever en pensant que c'est clair que j'allais travailler, que j'allais avoir, alors que ma mère n'a pas travaillé après s'être mariée. Et moi, je me suis dit, ça aurait été impensable que je pense à la génération qui m'a suivie comme une génération de femmes qui ne travailleraient pas, là. Je veux dire, qui se diraient, mais je vais avoir un compagnon qui va me faire vivre. C'est comme, ça n'existe plus, tout simplement. Il y a comme, alors, comment dire, enfin, il y a d'autres questions. Oui, tout à fait. Mais, je pense aussi d'une certaine façon que du fait qu'on soit femme en poste de décision, finalement, ça permet aussi de pouvoir peut-être donner des axes, des orientations différentes. Et puis, je vais juste donner quelques exemples. Comme je disais tout à l'heure, quand je suis arrivée au Fonds Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie, j'avais été vraiment étonnée de voir que les femmes n'étaient pas présentes, que les femmes n'avaient pas autant de subventions que les hommes dans ces domaines-là, finalement liés aux sciences naturelles et génie. Et on avait tenté, je pense que c'est un peu sous mon impulsion, puis ça a été poursuivi avec brio par Janice par la suite, mais on avait donc fait des changements aux règles de programme, par exemple, où les femmes pouvaient maintenant déduire de leurs subventions les frais de gardiennage quand elles allaient dans des congrès internationaux. Allonger les congés de maternité des étudiantes. Donc, faire des changements de cette nature-là. Puis, plus récemment, peut-être je vais vous donner un autre exemple où je crois que c'est important justement d'avoir une femme qui pense aux problèmes d'équité. J'avais une rencontre avec la ministre de l'Enseignement supérieur et la veille, elle venait de lancer un grand programme de bourse de formation en numérique. Or, les femmes ne sont pas là en numérique. On ne pourra pas combler tous les postes qui s'offrent, qui sont ouverts maintenant, qui vont être encore plus ouverts bientôt. Et alors, je lui ai rappelé qu'il fallait susciter ces carrières-là chez les femmes et que ça devait se faire dès le cégep. Et puis, notre ministre de l'Enseignement supérieur, c'est une femme qui a une oreille à l'écoute. Et finalement, peu de temps après, elle a lancé un programme de bourse de 5 millions de dollars pour susciter des carrières en numérique au niveau collégial, puis au premier cycle universitaire. Donc, je pense que c'est un exemple concret qui montre qu'on a cette préoccupation derrière nous. Pas que la représentation des femmes. Je pense qu'on a aussi, parce qu'on a été femme, parce que ça a été un peu plus difficile dans certains cas aussi, on a derrière nous cette idée d'avoir le besoin d'équité, évidemment, hommes-femmes, mais on a d'autres préoccupations aussi. On parle de la diversité, de l'inclusion, et puis je voudrais justement vous entendre encore plus parler des avantages que ça peut apporter une culture de l'équité, diversité, inclusion dans le milieu de la recherche. Vous savez, on a de plus en plus de voix qui commencent à s'opposer à cette tendance. On a même un article aujourd'hui qui est paru dans le National Post à cet effet-là. Et donc, je voudrais vous entendre, vous, qu'est-ce que vous pensez finalement? Pourquoi l'équité, la diversité, l'inclusion devrait être un critère toujours dans les demandes de subventions, entre autres? Qui voudrait répondre à cette question en premier? Je veux bien commencer, Maryse, parce que je pense qu'il y a plusieurs façons et elles sont multiples et toutes légitimes de regarder l'équité, diversité, inclusion.
On peut la regarder comme on le discute, c'est la présence des femmes, la présence des minorités dans des équipes de recherche, dans la société. Quand je le regarde, ce qui m'anime beaucoup quand je pense à équité, diversité, inclusion, c'est de promouvoir une recherche qui soit à l'image de notre société. Et notre société, elle est diverse. Que si on n'est pas capable de construire dans notre question de recherche, dans notre projet de recherche, de l'espace qui va être capable d'adresser dans un mauvais anglicisme cette figure de diversité de notre société, nous n'aurons pas une recherche qui sera à l'image de l'environnement dans lequel on vit. Puis ça paraît simpliste, encore une fois, ou ça paraît conceptuel. C'est pas simpliste ou c'est pas conceptuel. Je veux dire, dans le domaine de la santé, on sait très bien qu'après avoir fait pendant des années et des années des expériences sur des souris mâles atteintes du diabète, puis j'en sais rien si elles étaient mâles ou femelles. À un moment donné, on s'est dit, attention, là, peut-être qu'il existe des différences qu'il faudrait intégrer, et dès le modèle animal, on doit avoir une certaine parité de genre, mettons-le comme ça. Alors, et pour moi, c'est ce moteur de dire ce que je finance, ce que je soutiens doit correspondre à la diversité de la société. Pour moi, c'est ce qui va construire après ça la diversité dans les équipes de recherche et puis à tous les paliers. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, on est loin d'avoir gagné aussi comment ça va se passer. Parce que c'est vraiment un changement de culture. Puis oui, c'est un changement de culture au niveau de nos critères. Puis on peut bien mettre dans nos critères que EDI, ça va être important, puis qu'on va mettre des points dessus. Ça fait un bout. On peut aller là et on doit aller là et on est là. C'est inscrit maintenant dans nos programmes. Est-ce que c'est suffisant? Je ne crois pas. Puis c'est vraiment des discussions qui, j'espère, ont lieu dans beaucoup de foyers. C'est aussi de l'espace qu'on crée dans notre milieu de vie, dans notre société. Puis on parle beaucoup, tu sais, des femmes, puis oui, les frais de gardiennage, puis oui, l'allaitement, puis oui, l'équilibre travail-famille. Mais il existe des cas, on n'est pas tous des familles monoparentales, où il existe un père, il existe un frère, il existe un fils. Et comment est-ce que dans notre cursus d'éducation, oui au cégep, mais dès l'école primaire, on valorise l'ensemble des modèles de société dans une complémentarité. Puis là l'équité, diversité, inclusion va peut-être trouver une place naturelle. Alors on est moteur, mais il faut qu'il se passe quelque chose aussi plus en amont, là, je crois. Tout à fait, oui, tout à fait. Hum. Oui, Rosanne. Je pourrais peut-être ajouter trois exemples. Il y avait un rapport pour l'UNESCO dans les années 60. Là-dedans, il y avait un article d'un Karan Singh, qui était ministre de l'Éducation en Inde. Et il a dit que pendant des années, toute la science était faite par les gens de l'Ouest. Et on ignorait complètement tout ce qui était fait à l'Est. Et si on avait inclus l'Est avec l'Ouest, on aurait compris la théorie du chaos et d'autres théories qui ont changé notre façon de penser plus rapidement. Alors, c'est la même chose pour l'inclusion des points de vue des femmes et d'autres groupes. Deuxièmement, on fait maintenant beaucoup de simulations avec des modèles. Par exemple, s'il y a un problème, on veut construire une l'autoroute, et on va faire le modèle, et c'est fait par un ingénieur. Même une ingénieure femme, c'est beau, mais il faut aussi penser à l'effet pour l'environnement, l'effet pour les commerces, l'effet pour les êtres humains qui demeurent le long du chemin. Et avoir tous ces détails, quand on les a, on a un modèle qui est très puissant et qui nous aide à résoudre les problèmes sociétaires. Si on inclut pas toutes les personnes, tous les points de vue dans le modèle est fautif et défectueux. Donc,
si on inclut tout le monde, c'est un peu comme si on incluait tous les instruments de l'orchestre et on a une symphonie incroyable. Mais si on élimine tous les violons, c'est pas la même chose. Alors, nous avons le choix aujourd'hui de développer les symphonies, de les entendre, de créer les modèles, mais de donner la possibilité et aux autres groupes non représentés à participer pour vraiment résoudre les problèmes. Parce que les problèmes auxquels on fait face aujourd'hui sont d'énormes problèmes. Et on a besoin de tous les cerveaux et de toutes les mains pour travailler ensemble. Magnifique, ouais. D'une certaine façon, c'est un leitmotiv au Fonds de recherche du Québec aussi de faire beaucoup de recherches intersectorielles pour arriver à bien couvrir les grands problèmes finalement. Mais ce que vous dites en plus, c'est recherches intersectorielles, des recherches diversifiées au niveau de ces composantes. Alors, je pense que c'est quelque chose en fait que Janice fait beaucoup aussi au Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie, le fonds où il y a le moins de représentation féminine finalement. Alors, pour vous, l'équité, la diversité, l'inclusion, en quoi ça peut amener à l'excellence finalement? J'aime beaucoup la mention de l'intersectorialité. Il faut dire que je trouve que souvent, et la recherche fondamentale prend dessus, c'est très, très important parce que c'est souvent les pierres angulaires d'un concept de quelque chose. Mais pour résoudre les problèmes, souvent, ça prend une approche intersectorielle. Mais pour faire un écho à Carole aussi, je trouve que la recherche qu'on fait devrait être adaptée et quand notre recherche devrait servir toute la société, tout le public. Et pour parler de l'orchestre, peut-être il y a beaucoup de violons dans l'orchestre et il y a un seul grand tambour, mais le tambour est aussi important que tout le groupe de violons. Donc, ça veut dire quelqu'un qui peut être handicapé, ou désavantagés, il faut quand même penser à eux lorsqu'on fait la recherche, etc. Donc, c'est pas juste pour les violents tout le temps. Donc, c'est une chose, mais donc, je trouve que cette concept de représentation, c'est aussi essentiel pour pour développer les meilleures technologies adaptées à notre société, soit qu'on soit très âgé, plus jeune, enceinte, homme, femme, immigrante, parle pas français ni l'anglais ou quelque chose comme ça, les personnes handicapées. Tout ça, c'est important. Donc, et c'est pour ça que je trouve que le EDI ou la diversité ou d'avoir les femmes qui sont peut-être parfois plus sensibilisées à cause de notre propre parcours de carrière. Donc, on change des choses, mais au niveau des préjugés inconscients, moi, je suis une personne qui est hyper optimiste. Je peux être trop optimiste. Mais donc, moi, je pense beaucoup que souvent, il faut que les gens soient au courant de l'importance de ces concepts de diversité, soit qu'on soit homme, femme, blanc, whatever, c'est ça. Donc, les préjugés inconscients, si on est au courant, c'est pour ça qu'on a fait, grâce à vous aussi, Maryse, les indicateurs scientifiques ou les critères scientifiques de EDI, d'un plan de EDI dans nos subventions, dans nos propositions de subventions, etc., ça fait une différence. Et j'aimerais juste donner quelques exemples, puis je pense que vous seriez particulièrement très contente de l'entendre que ici, avec les fonds de recherche en nature et technologie et d'autres fonds, nous avons des grands regroupements de recherche, donc les regroupements stratégiques dans le cas de NT. Et on avait insisté maintenant qu'ils pourraient être financés d'avoir un plan ou des approches EDI. Puis je sais que ce n'est pas facile beaucoup pour ces groupes, etc. Mais maintenant, lorsqu'on regarde qu'est-ce qu'ils font, donc, on check dans un site web, il y aura là une rencontre de le comité LGBTQ+, où il y aura un cours comme un atelier, comment faire la rédaction épicène ou des activités, etc. Donc, ça, je trouve, ça fait une différence. J'étais tous être sensibilisés. J'étais dans
je ne veux pas dire, mais j'étais avec un groupe de personnes récemment qui était fortement financé. C'était un groupe très, très masculin. J'étais une des seules femmes, puis j'ai fait le commentaire, j'ai dit, est-ce que vous avez un inconfort par rapport à votre manque de diversité? Puis, pouf, c'est tout ce que j'ai dû. Puis eux-mêmes commencent à faire un brainstorming eux-mêmes. C'est sûr qu'il faut faire les actions, mais au moins l'ambition était là. Donc, étape par étape par étape. Ça, Ah, je suis c'est beau. optimiste. Ouais, mais c'est bon, c'est très, très bon. Mais je pense que je dois faire moi-même un mea culpa parce que il y a une quinzaine d'années, quand je faisais peut-être même 20 ans, là, quand je faisais de la recherche sur les commotions cérébrales dans le sport, en fait, j'étais subventionnée. Il n'y avait pas des critères aussi marqués là, au niveau d'équité, diversité, inclusion. Puis moi, c'était que des hommes, finalement, que j'étudiais parce que il y en avait plus. C'était plus accessible et tout ça. Donc, des bonnes subventions des fonds de recherche fédéraux. Mais éventuellement, il était temps, après une dizaine d'années, on a commencé à étudier les effets chez les femmes, qui n'étaient pas du tout les mêmes. Et donc, quand on pense au retour, finalement, après une commotion cérébrale, au retour au sport, ben, ce n'était pas du tout les mêmes indications pour les hommes et les femmes. Et voyez-vous, pour moi, c'est un exemple de mauvaise recherche, finalement. Quand on se concentre sur un seul aspect, on ne peut pas généraliser, finalement, à l'ensemble de la société. Alors, je crois vraiment aussi que les notions d'équité, diversité, inclusion peuvent favoriser l'excellence en recherche, mais on a quand même des gens qui nous disent, moi, je ne veux pas remplir ça dans une demande de subvention parce que ça brime mes libertés individuelles. Et en fait, il y en a qui pensent maintenant que c'est lié au wokisme et que donc c'est une tendance exagérée. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Et peut-être je vais donner la parole à Louise à ce niveau-là, l'importance de l'équité, de la diversité, de l'inclusion pour l'excellence de la recherche. Oui, je suis désolée. J'ai été coupée. Attendez, je pense que je suis en... Peut-être. Allô? Il y a un petit problème d'écho. Oui, hein? J'essaie. Ah, allô? Oui, ça va bien. En fait, parce que j'étais pas vraiment déconnectée, mais je sais pas pourquoi la caméra et le son ont coupé de mon côté. En tout cas, j'étais obligée de me rebrancher. Je pense, mais là, je sais pas où vous en êtes dans l'échange, mais c'est clair que l'équité, la diversité, l'inclusion, c'est aussi quelque chose d'incontournable. C'est-à-dire que, et pour diverses raisons, j'imagine que vous avez évoqué, mais c'est effectivement essentiel pour l'arrimage de la recherche et du savoir. J'avais entendu ce que Roséanne disait tout à l'heure, et moi, mon expérience, c'est que dans beaucoup de domaines, notamment dans bon, quelqu'un arrive, un chercheur du Sud arrive, puis croit que le point, le chemin le plus court entre deux points, c'est une droite. Or, on comprend que sur le terrain, il y a du relief, il y a des contours, il y a des accidents de terrain, et que la ligne droite, c'est une abstraction, une vue de l'esprit, parce que dans la réalité, pour pouvoir rejoindre les deux points, probablement qu'il faudra, c'est ça, contourner des obstacles, une rivière, ou etc. Et alors, et je pense que c'est vrai que quand on pense en termes de diversité, tout comme quand on pense l'intersectorialité, il faut arriver à trouver des terrains ou un langage commun, une approche parlante pour l'un ou pour l'autre. En fait, il faut établir des nouveaux ponts et des nouvelles façons de dialoguer pour se comprendre et pour comprendre ce que l'autre, effectivement, le point de vue de l'autre, qui veut dire, etc. C'est très difficile entre chercheurs qui ont tous les deux des PhD, des postdocs, d'y arriver quand ils ne sont pas dans la même discipline. On peut imaginer que quand on arrive avec une culture puis un appareil conceptuel différent et des intérêts différents, c'est encore plus difficile. Mais je pense que c'est la voie la plus sûre de développer une recherche qui va avoir une résonance puis rencontrer des problèmes de société. Moi, je pense souvent, hein,
je viens de philo, alors évidemment, j'ai une culture plus des philosophes. Et jusqu'au 15e siècle, un philosophe devait être un homme célibataire. Et quand on lit leurs textes, on comprend que c'est écrit par des hommes célibataires, que c'est une pensée hautement abstraite à tout point de vue, décrochée de tout, je veux dire, ou d'à peu près tout. Je ne vais pas dire que ce n'est pas intéressant. Sur le plan historique, c'est vraiment même passionnant, mais sur le plan de l'ancrage du savoir, avec même la réalité de l'époque, on comprend que c'était absolument décroché. Et ça, pour moi, c'est l'absolu contre-exemple. C'est-à-dire que la recherche soit quelque chose qui corresponde juste à une vue de l'esprit. J'adore la poésie, j'adore plein de vues de l'esprit, mais disons... mais je voudrais quand même revenir sur ce que Carole avait dit. C'est-à-dire que c'est vrai que ça ne veut pas dire que la recherche inclusive doit complètement fermer la porte aux chercheurs. Et ça, c'est un très gros chercheur patenté avec l'intérêt qu'on portait aux publications dans des grands journaux, dans des grandes revues, etc., que nous-mêmes citons d'ailleurs. Alors, il va falloir beaucoup d'intelligence, je dirais, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'attention, et puis garder la perspective sur un intérêt supérieur pour pouvoir être inclusif. Et reconnaître que dans la perspective de l'autre, il y a quelque chose de l'ordre d'une découverte que je peux faire sur mes propres points de vue et sur l'avancement du savoir. Parfait, merci. Rosanne, peut-être, j'aimerais revenir sur un dernier point concernant équité, diversité, inclusion, parce que dans les agences subventionnaires fédérales, il y a longtemps déjà que vous y travaillez finalement à cette approche de DI. Et qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui dirait que mettre ça dans un critère d'excellence, dans une demande de subvention, ça correspond du wokisme? Ouais. Depuis longtemps, on est là, on est en train de dire comme les femmes ajoutent du bien, qu'on ajoute que notre présence améliore le contexte pour tout le monde. Alors, je tourne la question de l'autre côté. Prouvez-moi que sans femmes, vous pouvez faire mieux qu'avec nous. Et il me semble qu'il y a 25 ans, une fois j'étais jeune rectrice, le directeur du département d'économie m'a dit que les femmes ne savent pas faire les mathématiques, elles sont nulles. Et il n'allait jamais embaucher une femme comme professeure dans le département. Alors j'ai dit, je ne vais jamais approuver un autre poste dans votre département si vous ne me présentez pas des candidates et si vous ne me dites pas pourquoi elles ne sont pas qualifiées. Alors, il était très fâché pendant 2 ans. Il a dégonflé les pneus de ma voiture. Il m'a rendu la vie un peu difficile. Mais la 3e année, il est venu avec une liste courte de 3 femmes absolument formidables. On a nommé 2 au lieu d'1. Le nombre d'étudiants a augmenté. Le succès était incroyable. Et quelques années plus tard, ces étudiantes ont gagné des prix internationaux. Alors, je crois que il n'est pas question de dire, on ne peut pas dire ajouter des femmes, c'est trop de travail, ça n'ajoute pas à l'excellence. La question, c'est comment vous pouvez viser l'excellence sans les femmes. Comment vous pouvez fermer les portes et dire que vous êtes chercheur. Il faut ouvrir les portes, il faut avoir l'esprit ouvert. Découvrez les possibilités et vous allez vous améliorer vous-même. Tout à fait. Un très bel exemple d'impact que peut avoir une femme au niveau du leadership. C'est formidable. Donc, oui, on parle beaucoup des femmes en leadership, femmes en recherche, mais est-ce que vous croyez que le milieu de recherche actuel, est-ce que vous pensez que c'est attractif présentement pour les jeunes femmes finalement? Est-ce que vous croyez que ça demeure quelque chose ce milieu-là qui va
continuer d'attirer les filles et les femmes? J'aimerais entendre votre opinion là-dessus parce que et là encore, il peut y avoir plusieurs divergences d'opinion. Alors, qui veut plonger dans cette sphère? Oui, Oui, je viens. oui, En fait, je pense que oui, ça reste un milieu très attractif. D'ailleurs, pour être chercheur dans notre milieu, il faut être prof et on voit qu'il y a quand même beaucoup de femmes et de jeunes qui veulent devenir professeurs. C'est même un problème puisque, comme on le sait, très peu d'entre eux trouvent un poste, peut-être un quart d'entre eux. Ce qui d'ailleurs, moi, me pose un problème, je suis comme un peu devant un dilemme parce que on favorise aussi beaucoup, ou on essaie de faciliter l'insertion professionnelle de nos diplômés de doctorat. Vous comprenez que dans les domaines des sciences humaines et des sciences sociales, c'est pas aussi recherché qu'en informatique ou dans d'autres secteurs, qu'en génie. Et alors, j'ai mis sur pied un gros programme de bourse en milieu de pratique pour faciliter cette insertion. Puis je suis consciente que ce faisant, je les détourne peut-être d'une carrière de chercheur parce qu'ils vont aller faire de la recherche dans des entreprises, dans des OBNL, mais peut-être que ça ne fera pas des grandes carrières de chercheurs. Alors, je, disons que moi-même, je me pose la question si je sacrifie pas peut-être des carrières en recherche qui qui sont plus propices en milieu universitaire. Cela dit, je pense aussi que ça reste attractif, puis peut-être encore plus maintenant à cause des défis de société. Et les jeunes, la jeune génération, ont des valeurs d'engagement face aux problèmes de réchauffement climatique, d'inégalité sociale, beaucoup de valeurs, si on pourrait dire, qui ont une portée sociale et une portée communautaire. Et je pense que le milieu de la recherche, en tout cas certainement autour des secteurs couverts par les sciences humaines et sociales, reste un lieu absolument privilégié pour affronter ces questions-là, pour les poser, pour en faire justement un débat de société. super. Je pense que Carole voulait intervenir ici. Oui, je peux intervenir parce que je suis pas sûre que notre milieu soit si attractif pour des jeunes femmes et je dirais pour l'ensemble de notre population et de nos jeunes. Et puis, c'est peut-être juste des exemples personnels qu'il y a autour de moi, mais j'évolue dans un milieu de recherche, dans un milieu social de chercheurs, de chercheuses. Puis je regarde nos enfants, les enfants des autres, et je pense qu'on est à peu près le dernier modèle qu'ils veulent adopter. Donc, il y a comme quelque chose qu'on n'arrive plus tant que ça à transmettre, c'est la curiosité, la créativité, cette capacité à avoir de l'autonomie, à générer des nouvelles choses. On dirait qu'elle passe autrement ou elle est remplie autrement. Alors, et par quoi ça passe? Bah oui, faut qu'on ait des programmes attractifs, faut qu'on ait des programmes qui fassent de l'espace, à ce qui permet à un individu d'être équilibré dans l'ensemble des fonctions qu'il veut remplir. Donc c'est souvent travail, famille, mais je pense que c'est pas que ça. C'est l'offre de compétences qu'on va pouvoir amener, l'offre de formation qu'on va pouvoir amener, la richesse. On a beaucoup parlé d'intersectorialité. Je pense que c'est là qu'on va être aussi intéressant. Tu sais, Rémi dit souvent sexy là parce qu'on crée de l'ouverture quand on fait ça.
Puis ça me permet d'embarquer sur le commentaire de Denise, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a une grande conscience de défi société, de quel est l'état de planète qu'on va laisser aux autres générations. Puis la génération juste derrière nous, elle s'en empare et puis elle pousse fort et a raison pour contribuer à l'atteinte de ces objectifs de développement durable et puis défis de société. Mais je pense qu'il faut qu'on soit à l'écoute par rapport à cette génération-là, parce que je pense qu'elle ne va pas forcément vouloir faire les choses de la même manière qu'on les a faites. Et là, je pense qu'il y a des tribunes qui sont intéressantes. Je pense à notre comité intersectoriel étudiant qui produit beaucoup de recommandations, beaucoup de rapports, souvent extrêmement bien faits, pertinents, documentés. Et on a commencé notre échange avec des sources d'inspiration. En voilà des sources d'inspiration. C'est neuves, nouvelles, régénérées, puis pour lesquelles je pense qu'il faut faire de la place et peut-être une plus grande place. On a notre collègue, puis j'ai appelé Louise Denise, donc Denise cette fois-ci, Pérusse, qui a beaucoup travaillé sur l'université du futur. Et je pense qu'on a là des façons, encore une fois, de rendre notre monde plus attractif et plus valorisé. Et puis je vais m'arrêter là-dessus. C'est le métier de chercheuse, le métier de chercheur. Est-il valorisé à sa juste valeur et à sa juste contribution dans notre société? J'ai une opinion là-dessus, je pense qu'on la devine, hein. Je pense que, tu sais, c'est un petit garçon, une petite fille devrait avoir autant envie d'être pompier et pompière, je ne sais pas comment on dit dans l'écriture épicène, que chercheur ou chercheuse. Oui, tout à fait. Il nous reste 1 minute ou 2 avant de passer à la période de questions, mais j'aimerais entendre Janice et Rosanne aussi au niveau de l'attractivité finalement de la recherche pour les femmes. Janice? Je vais parler rapidement pour permettre à Rosanne d'ajouter quelque chose, mais moi je suis plus en accord avec Carole, que je trouve que c'est un métier qui est très bon pour les femmes, mais c'est pas attractif. Et je pense que aussi les bénéfices ici au Québec, au Canada, sont beaucoup masqués par les problèmes qui existent aux États-Unis. Puis ils sont une grande voix, puis leur système n'est pas le même que le nôtre, puis on entend des histoires d'horreur là-bas. Puis c'est pas le cas ici. On a beaucoup de belles choses. Et puis aussi, on entend des fois des histoires comme ça, Donna Strickland, lorsqu'elle a obtenu son prix Nobel. Elle n'était même pas titularisée, puis ça donne une mauvaise impression, hein? Puis comme Anne Innes-Dagg avec les girafes aussi, elle n'a pas eu un poste comme professeur. Puis ça donne une mauvaise impression, mais donc c'est important pour nous d'être ici comme modèle aussi. Et pour élever d'autres modèles, pour assurer qu'il y ait beaucoup de femmes dans les sociétés royales, des choses comme ça. C'est important. Super. Très bien, merci. Oui, et Rosa? Je crois qu'on a beaucoup appris de la pandémie et de la situation des femmes qui devaient être femmes enseignantes à la maison, mères, etc. Et on a appris qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour les appuyer et on devrait faire une liste et essayer de poursuivre la liste et d'aider les femmes à entrer dans la carrière. Mais en écoutant les jeunes, et il y a des jeunes formidables, je viens de parler avec Catherine Girard, jeune professeure à Chicoutimi, et des jeunes femmes entrent dans les carrières de sciences, pas comme nous nécessairement pour avoir un emploi parce que c'est ce qu'on faisait, mais pour changer le monde, pour améliorer, pour résoudre les grands problèmes. Et alors, si c'est ça la motivation, alors, comment est-ce qu'on peut parler à cette motivation pour que elle et tout le monde voient dans la science une voie d'arriver à ces solutions? Et si on fait ça, le monde sera meilleur et on sera femmes et hommes côte à côte et on va réussir. Magnifique, merci beaucoup. Alors, merci à toutes les quatre. Et puis, on a maintenant une période de questions. J'inviterai les gens à poser leurs questions en français ou en anglais. Donc, vous vous servez
du bouton live Q&A. Et donc, est-ce que vous auriez des questions pour nos excellents panélistes? Donc, est-ce que je n'ai pas accès aux questions, mais donc... Quelles sont les mauvaises habitudes qu'on a apprises les hommes? Alors, je suis en train de... alors, Oui. comment est-ce que je peux les compter? OK. Oui, bon, en fait, on pourrait peut-être aussi continuer d'une certaine façon parce que on est toujours dans la fameuse période de COVID. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'est pas en train de se parler en face. On se voit en petit carré, mais on n'est pas ensemble en train de se voir au complet. Et j'aimerais savoir, en fait, si vous pensez que cette période de COVID, qui est une crise, est-ce que vous pensez que ça peut être aussi vu comme une période d'innovation? On vient de dire aussi que ça a affecté peut-être différemment les femmes, bien sûr, mais est-ce qu'on peut voir dans cette période difficile, mais aussi un moyen de passer à de l'innovation? J'aimerais vous entendre là-dessus. Je peux dire que dans l'évaluation des concours, quand on a commencé à les faire en virtuel, on a pu inclure beaucoup plus de femmes. Et c'était plus facile. Et il y en avait qui avaient leur bébé juste à côté. Alors, quel entraînement pour les bébés. Un jour, ils vont avoir la science déjà dans leur cerveau. C'est formidable, c'est un très bel exemple. C'est vrai, on a vu des chats passer devant l'écran, mais des bébés aussi. Là, c'est la conciliation famille, travail, vraiment au complet. Est-ce que vous avez d'autres exemples d'innovation que vous avez pu vivre? Ouais, je pense que juste pour continuer, Rosanne, le commentaire, c'est sûr que le télétravail, peut-être c'est pas nécessairement une innovation, mais tout le concept de travailler le télétravail, et puis l'enseignement à distance, il y avait des défis associés à ça, mais il y avait quand même des innovations qui ont facilité ces choses. Ce qu'on a témoigné, c'est que souvent, c'était des jeunes professeurs et professeurs qui ont été plus dans beaucoup de difficultés. Ce sont les personnes qui ont des jeunes enfants à la maison. Souvent, ils sont en train de créer leur premier cours ou quelque chose comme ça. Donc, c'était une période très stressante pour eux, mais au moins, en tout cas, j'espère que quelque chose va changer, mais au moins, on a vu comment ces groupes de chercheurs, de professeurs sont hyper vulnérables et hyper stressés. Qu'est-ce qu'ils vivent dans leurs épaules. Donc, à cause de ça, on a commencé à regarder un peu peut-être différemment. Ça a accéléré peut-être les façons qu'on peut juger l'excellence scientifique ou l'excellence académique. Lorsque des efforts sociaux aussi sont aussi importants. Même chose, puis je ne veux pas trop parler pour le milieu santé, etc., mais lorsqu'on voit le porte-parole ou les activités que beaucoup de personnes ont fait dans ce secteur, on a vu comment ils ont beaucoup de choses dans leur plate-bande à faire. Puis ça quand même a augmenté notre sensibilisation auprès de ça. Okay. Je vois que les questions commencent à rentrer aussi. On a une question ici. Have you ever thought of those bad habits or practices that might have been picked up as a result of working in man-populated environments for so long? Would you care to share some examples? On a entendu tout à l'heure, on en a eu un bon exemple d'un professeur qui ne voulait pas embaucher des femmes. Oui. Vous avez d'autres exemples? Alors, c'est ouvert. Les exemples que vous auriez eus. Je ne sais pas si... j'ai pas d'exemple précis, mais quand j'étais au moment de ma thèse, ma directrice de thèse était une femme, hein, et je dirais, en fait, je l'ai jamais vue. Je l'ai jamais vue. Puis, ce qui était différent en postdoc, je vous l'ai dit, mais
j'ai jamais pensé qu'elle avait une vie personnelle, je vais le dire comme ça. Donc, c'était vraiment comme un homme qui dirige un labo dans une culture très française de grand ponte. Donc, je suis un grand ponte, je dirige mon labo, je choisis mes étudiants, je parle, c'est caricatural, mais je parle, on se tait. Donc, je dirais que il y a un certain moment donné, on a emprunté, on a pensé que c'était le modèle de fonctionnement. Puis je pense que c'est ça qui m'a surpris après quand je suis arrivée aux États-Unis, où le modèle de direction d'un laboratoire par une femme était fondamentalement différent. Moi, j'ai des enfants que je vais accompagner à l'école, j'ai un bébé que je vais nourrir. Puis là, c'est sûr qu'on s'entend que j'ai pas eu de mentor ou de directeur qui faisait forcément ça. Alors, ça ne répond pas complètement directement à la question, mais c'est ça que j'ai vu, des mauvais comportements que peut-être on a contribué à un moment donné à véhiculer. Puis ça c'est fini ce temps-là. Je pense que c'est là où on assume vraiment nos différences, par contre. Je vois que Janice, est-ce que vous auriez des exemples aussi? Ouais, je pense, OK, c'est peut-être un peu controversé, mais tout notre système de recherche et éducation, c'est basé sur les compétitions. C'est très compétitif. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas, en tout cas, correct. On suit ça parce que c'est le système et je ne sais pas comment le changer, mais c'est sûr que maintenant, on commence à parler moins. On peut, avec les déclarations de San Francisco, on parle beaucoup moins de facteurs d'impact, tandis que tout le monde en parle, ou le H-index, l'index H, etc. Mais tout le concept de compétition sévère est déplaisant, mais c'est aussi, en tout cas, j'espère que j'ai pas tort, mais je trouve que c'est très stéréotypique masculin. Et je ne sais pas s'il y a je suis pas certaine comment on peut le faire différemment, mais ça, puis on est un peu, c'est notre modèle, puis on le fait, puis c'était créé par nous. Peut-être on aura un modèle un peu différent. Oui. C'est Peut-être valoriser un peu les innovations, etc., ou puis valoriser le outreach, valoriser la vulgarisation un petit peu plus, valoriser le service, puis l'impact de nos publications, pas le vrai impact, pas juste le facteur d'impact. La pénétration sociale, finalement, des articles scientifiques, Exact. de la recherche. Je vous permettez? Oh oui, Rosanne, oui. Ouais, j'allais dire, je me suis toujours demandé quand quelqu'un vous influence, un livre vous influence, c'était écrit par un homme ou une femme. Est-ce que l'homme a été éduqué par les femmes, la femme a été éduquée par les hommes? Où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on finit? Il y a le livre de Malcolm Gladwell dans lequel il fait l'interview d'une personne derrière l'écran. Et quand les gens ne savent pas si c'est un homme ou une femme, et les chances sont plus égales. Alors, est-ce que c'est des stéréotypes dans nos têtes ou est-ce que c'est une influence réelle? Alors, la question, est-ce qu'on est influencé par les mauvaises habitudes des uns des autres? Ce sont des habitudes des individus qu'on aurait prises et les habitudes sont différentes d'une société, d'une classe, d'une région à l'autre. Alors, comment savoir? Pour moi, je crois que la chose, c'est d'être authentique et généreux et ouvert. Et si on peut arriver à faire ça, on va être plus inclusif. Très bien. On a un témoignage. Oui, pardon. Mais juste un tout petit mot. Ça a dû vous arriver, je pense à toutes, d'être sur un comité d'évaluation où il y a un dossier de femmes qui est évalué, puis il y a des femmes autour de la table et parfois c'est horrible. On se demande comment ça peut être si sévère, si injuste même comme évaluation. Je pense que ça va être de moins en moins le cas. Ce sera de moins en moins, on va voir ça parce que les gens sont de plus en plus sensibles à leurs biais, à leurs préjugés et au fait que les autres les observent ou les prennent en compte. La même chose sur des comités d'embauche aussi, où quand il était question d'une jeune femme, ben, penser que le congé de maternité allait
avoir une incidence non seulement sur sa carrière, mais sur celle du département, etc. Je veux dire, enfin, moi, j'ai vu ça très souvent, là. Peut-être Ouais. parce qu'il y avait beaucoup de femmes autour de moi. C'est Mais, possible, c'est possible. non, mais, et ça, je pense que ça n'est. Je ne veux pas dire que c'est la COVID qui a changé ça, mais ça va être c'est plus possible, disons. Alors, mais c'est certainement, oui, des mauvaises pratiques, là, ou des anciennes pratiques. Des anciennes pratiques. Il Ouais. faut espérer que ça change réellement. Oui. On a ici un témoignage question de Marie-Ève Boulanger qui nous dit merci pour les excellentes discussions en tant qu'étudiante au doctorat en physique, un domaine majoritairement masculin, ça c'est sûr. Nous nous faisons souvent dire qu'en tant que femme, toutes les portes pour devenir chercheuse vont s'ouvrir parce que nous sommes plus nombreuses maintenant. Par contre, le parcours pour s'y rendre, les nombreux postdocs, les publications nombreuses dans des revues, les compétitions dont on parlait justement, c'est très, très ardu ce parcours. Et en tant que femme à la tête des grands organismes subventionnaires du Québec ou du Canada, pensez-vous que repenser le modèle actuel, le parcours pourrait avantager les femmes à persister dans les domaines des STEAM, donc sciences, technologies, ingénierie, mathématiques? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a plus de femmes en santé ou en sciences humaines? Est-ce que le parcours est le même pour ces chercheuses dans ces domaines? Alors, un beau témoignage, une question aussi qui est juste, je crois, parce qu'on entend souvent des témoignages de cette nature-là. Je vous écoute, mesdames. Oui, oui, Janice. J'aimerais juste dire quelque chose, puis merci pour les questions. On fait des choses, comme on a mentionné plusieurs fois, que dans nos programmes, il y a des critères scientifiques pour l'EDI et puis on crée des programmes, puis les Chaires de recherche du Canada, puis notre nouveau programme de chaire, bien que ce soit imparfait originellement, il y a des efforts maintenant pour valoriser plus la diversité. Puis, j'aimerais aussi dire que c'est pas si parfait partout dans d'autres secteurs comme santé, puis société et culture, disons, parce que si on regarde le nombre d'étudiants au début de leur formation, puis le nombre de femmes, ou le nombre de femmes étudiantes, puis le nombre de femmes, en tout cas professeurs titularisés ou quelque chose comme ça, le pente, il y a quand même une fuite qui est très parallèle dans tous les secteurs. Donc, il y a quelque chose, une perte. Et moi, j'aime beaucoup dire qu'il y a... Le problème, c'est en tout cas, c'est pas pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup moins de femmes en STEM ou pourquoi... Donc, j'aime beaucoup les questions, pourquoi est-ce qu'il y a plus de femmes en santé ou en sciences humaines? C'est peut-être parce qu'elles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que les hommes. En tout cas, je sais pas. Moi, je dis ça je le dis en farce, mais en tout cas, je ne peux pas répondre à cette question, mais en tout cas, je pense qu'on fait des choses pour essayer d'être plus accommodants, surtout au Canada. Il y a peut-être plus de modèles féminins aussi en sciences humaines, en sciences de la santé, qu'il y en a en sciences naturelles et en génie, finalement. Donc, c'est sûr. Mais en même temps, c'est vrai que le parcours est long, le parcours est difficile. Rosanne, au niveau... la Fondation canadienne d'innovation subventionne dans tous les domaines, finalement. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Comment répondre à cette interrogation concernant la lourdeur, la longueur du parcours, finalement? Si on a une vision, si on a une passion, si on veut accomplir quelque chose, on va travailler et on va l'accomplir. On ne peut pas rendre le chemin vraiment facile. On peut regarder les tracés du chemin et on peut essayer d'enlever les obstacles. On peut essayer d'inclure des critères qu'on n'a pas inclus avant, mais on ne peut pas devenir scientifique comme ça. On ne peut pas. Le travail existe. Et je sais que c'est très difficile de dire puisque je sais qu'il y a des gens qui travaillent
très fort pour réussir et il leur faut du courage, mais il faut que ces personnes sachent qu'autant que possible, les portes s'ouvrent. Et par exemple, à la Fondation canadienne pour l'innovation, au lieu d'avoir les leaders des projets, on a dit l'année dernière qu'on veut des co-leads. On veut avoir 2 personnes qui mènent. Peut-être une personne qui est en apprentissage, peut-être qu'une personne qui représente une diversité différente. Mais si on regarde cela, en une année, le pourcentage de participation des femmes a augmenté de 30%. La participation de jeunes chercheurs a augmenté. Alors, il faut ouvrir la porte. Mais pour ça, il faut toujours accepter de travailler fort. Ça, je n'ai pas de remède contre ça. Oui, tout à fait. Bon, écoutez, oh, le temps avance. J'aimerais quand même entendre Carole aussi, Louise, par rapport, parce qu'on nous dit il y a plus de femmes chercheuses en santé ou en sciences humaines. Le parcours, est-ce qu'il est moins ardu? Ouais, non, c'est ça. Je me disais, non, non, c'est pas un Eldorado en santé du tout. Et puis, c'est la même difficulté de postdoc, de publication. Puis, on l'a vu s'accélérer au cours des 20 dernières années. Donc, je dirais qu'on a vraiment eu une tendance à de la surproduction pour réussir à avoir des postes. Puis, c'est pareil en santé que c'est en STEAM, en nature technologie, puis j'imagine en sciences humaines. Je voudrais peut-être expliquer autrement comment est-ce qu'on essaye d'influencer nos critères d'évaluation, puis particulièrement pour soutenir les parcours de carrière. Pas forcément dans tout, mais particulièrement pour les parcours de carrière. Puis ce qu'on essaye, je pense, de développer davantage, c'est le même concept que ce que je vais avoir en médecine personnalisée. Médecine personnalisée, c'est le bon soin pour la bonne personne, au bon moment, par le bon professionnel. Pourquoi j'ai répété bon, bon, bon? Parce que ce qu'on cherche à valoriser puis à faire progresser, c'est la bonne personne qui est à la bonne place dans ce qu'elle cherche à faire. Puis c'est pour ça qu'on a créé ce volet-là de mobilisation plus sociale, plus sociétale, où on est capable de mettre en valeur la contribution, oui, académique qui a eu lieu avant, mais c'est quoi mon parcours à moi? D'où je viens quand je veux faire cette recherche-là? Par où je suis passée? Quelle formation? J'ai touché à quoi pour arriver à ce but-là? Et ce volet-là nous intéresse autant que le parcours académique. On commence, ça ne se reflète pas encore, mais ça va se refléter de plus en plus. La bonne personne qui va rester justement, qui va persister dans sa carrière après. Parce que moi, c'est ça qui m'allume le plus dans la phrase qui est mentionnée, c'est on veut des gens qui vont persister, qui vont avoir envie de rester dans ce créneau-là. Oui, rapidement, Louise, il nous reste 1 minute, oui? Mais alors moi, je dirais que oui, non, dans nos secteurs aussi, il y a 25%, entre 20 et 25% des postdocs qui vont trouver un poste de professeur. Donc, c'est pas moins compétitif. Et je pense que malgré tous nos efforts, la conciliation famille, travail et recherche n'est pas facile. C'est pas une chose simple. Alors, c'est vrai, je reviendrai sur ce que disait Roséane. Ça prend absolument une grande passion parce que la passion permet de passer au-dessus de ce qui pourrait passer pour être des frustrations ou des moments difficiles. Cela dit, c'est vrai qu'il y a des belles carrières aussi à l'extérieur du profil scientifique. Chez nous, il y a les 3 plus grands domaines, c'est-à-dire psychologie, éducation et administration, où il y a 4 fois plus d'étudiants, hommes et femmes, que dans les autres secteurs. Et comme il y a plus de femmes dans ces secteurs-là, en plus, c'est parfois au-delà de 80%, ben, c'est vrai que ça fait... Et on comprend qu'il y a des postes professionnalisants exceptionnels où les femmes peuvent avoir des postes de direction. Ce ne sera pas forcément de recherche, mais ce n'est pas des profils moins intéressants. Enfin, pour faire de la recherche, ça prend d'abord une grande passion, une curiosité, puis et c'est vrai que
parce qu'on ne découvre pas toujours des choses en plus. Merci beaucoup. Écoutez, c'était une session hyper intéressante. En tout cas, j'ai été heureuse de vous entendre, mesdames, très inspirante. Et je suis contente aussi de voir que vous arrivez avec des solutions. J'entends beaucoup, beaucoup de choses en termes de la mesure de l'excellence, de changer nos critères, de faciliter aussi l'accès aux subventions, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les personnes moins représentées au niveau scientifique. Vous faites un travail remarquable et je suis certaine que vous contribuez finalement à faire du Québec et du Canada une société plus inclusive sur le plan scientifique. Alors, je vous félicite d'abord pour vos parcours exceptionnels, mais aussi pour votre implication au niveau de la politique scientifique. Alors, merci encore et à bientôt, je l'espère. Au revoir.